Maintenant sur votre radio préférée, le Collectif présente... Dans une heure, c'est terminé. Est-ce que c'est une révolution physique ? Toute découverte est une sorte de révolution. Mais ma position, c'est qu'il faut confier aux machines plus de responsabilités. Le Collectif présente. Dans une heure, c'est terminé. C'est une émission sur la citoyenneté et la science. Avec une approche à la fois collective, conviviale et humoristique. Today, we are delighted to have with us as guest on this program, Dans une heure, c'est terminé. Dr. Albert Einstein. Le constat est sans appel. Le burn-out est une maladie qui touche de plus en plus de gens. Au-delà d'une pathologie de l'individu, c'est un mal qui touche tout un système dont l'homme ne semble plus être un maillon essentiel. Marqué par l'accélération du temps, la soif de rentabilité et d'excellence en tout, par une administration kafkaïenne trop lente, trop pesante, notre époque est devenue un piège pour certaines personnes dévouées à un système dont elles cherchent en vain la reconnaissance. Le burn-out est peut-être la pathologie qui reflète au mieux notre civilisation. Inspirant les philosophes, les auteurs, les artistes, les réalisateurs et les metteurs en scène, le burn-out est partout. On ne compte plus les œuvres qu'il aborde et tente de le comprendre. On cherche à en guérir sans vraiment savoir comment. Mais finalement, comment en est-on arrivé là ? Et comment lutter contre ce mal ? N'est-il pas temps de s'emparer du problème et de chercher à transformer, modifier notre mode de fonctionnement pour repartir sur un modèle en adéquation avec notre moi intérieur ? S'écouter enfin, ralentir, lâcher la pression, se faire du bien et chercher du sens dans notre quotidien. À partir du documentaire Burning Out de Jérôme Lemaire et de la création sonore Sur le fil d'Yvan Hanon, aujourd'hui le Collectif s'attaque à ce qu'on appelle dans les milieux cliniques le trouble de l'adaptation. Épuisement, stress et perte de sens au travail, voilà le menu de cette émission de la rentrée. Et puis, si vous êtes débordé ou déjà fatigué de nous écouter, pas d'inquiétude, dans une heure, C'est terminé. Vous êtes sur Radio Panique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes tous très heureux d'être avec vous jusqu'à 20h pour notre émission scientifico-citoyenne. Avec aujourd'hui pour vous accompagner notre physicienne en devenir, amoureuse des sciences, tellement amoureuse qu'elle se plonge chaque année dans l'organisation du Printemps des sciences, Sarah Paul. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va ? Oui. Son dada à lui, c'est plutôt la biologie, teintée de philosophie, avec un poil d'ironie, tout cela bien sûr enrobé de beaucoup de pédagogie. Notre prof de sciences préféré, Cédric, est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour Thibaut. C'est beau, hein ? Ouais, c'est très beau, je suis touché. Dans un groupe de scientifiques, il faut toujours un ou une chercheuse, et nous l'avons. Son domaine, c'est la neuropsy. Elle peut vous parler des heures de ce qui se trame derrière vos neurones. J'ai nommé Elisa Schroeder, bonjour. Bonjour. Et puis son amour pour la ville est sans limite, et pour cause, il a fait des sciences urbaines son métier. Il chasse l'insalubrité pour améliorer nos conditions de vie. Il hésite encore à s'encarter chez les écolos. Vous l'aurez reconnu, c'est Henri. Bonjour Thibaut. Et puis tel un scorpion dans son désert du Maroc, elle scrute, elle attend, mais attention, car si vous l'attaquez, elle pique et souvent ça fait mal. Sarah Zari nous fait l'honneur de sa présence, elle vient d'arriver. Merci, salut. Et puis si lorsqu'il vous parle, vous vous endormez, c'est pas parce qu'il est ennuyeux, non, il ne l'est jamais, c'est tout simplement parce qu'il est anesthésiste. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Renaud Leloup, vous allez bien ? Oui, et je suis pas venu tout seul. Mais non, on a un invité. Romain Leloup, le frère de Renaud. Bonsoir. Alors Romain, tu es avocat spécialisé dans le droit du travail et le droit des artistes, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit. Jusque-là, c'est vrai. Ouais. Est-ce que les artistes sont en burn-out ? Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Alors tu seras notre guide pour tous les aspects légaux et les droits qu'ont les travailleurs lorsqu'ils tombent en burn-out ou même lorsqu'ils ne sont pas en burn-out. On trouvait important d'aborder le burn-out sous cet angle-là aussi durant notre émission scientifico-citoyenne. Voilà, les présentations sont faites et avant de plonger plus profond dans la thématique qui nous occupe aujourd'hui, voici, vous l'attendez tous, le célèbre journal des news, de l'actu de la science. Allez, c'est parti. Je dois tout faire, je lance le jingle aussi. Des nouvelles de prix Nobel, la neurostimulation contre le coma, des médicaments qui font bonne impression, des mouches qui volent, des imprimantes qui rendent l'âme trop tôt et parfois il faudrait mieux se taire. Tout ça c'est tout de suite dans le journal des news de l'actu de la science. Aïe, j'adore la science ! Henri, qu'as-tu à dire sur l'obsolescence programmée ?
Eh bien, vous avez l'impression de remplacer votre imprimante plus souvent que vos cartouches d'encre, et ce malgré que vos cartouches d'encre sont déjà annoncées vides alors qu'elles semblent être encore à moitié pleines. Rassurez-vous, c'est malheureusement normal, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, une technique visant à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter son taux de remplacement. Mais bonne nouvelle, en France, dans le cadre de la loi pour la transition énergétique de 2015, l'obsolescence programmée est considérée comme un délit punissable d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €. Et très récemment, l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, a déposé une plainte fondée sur ce nouveau délit. Les marques HP, Canon, Brother et Epson sont particulièrement visées. Affaire à suivre. Cédric, nos médicaments imprimés en 3D ? Imaginez que vous ayez besoin d'un médicament bien particulier. Vous allez à la pharmacie et là, paf, le pharmacien vous l'imprime sur place, directement, instantanément. Eh bien, ce rêve pourrait devenir réalité grâce à une nouvelle technique développée à l'université du Michigan. Celle-ci permet d'imprimer des doses précises de médicaments sur des surfaces variées, par exemple sur un patch. Je vous épargne les détails de la technique et je passe directement à la question essentielle, est-ce que ça soigne ? Eh bien oui, les chercheurs ont testé leur méthode sur des médicaments utilisés contre le cancer. Le bilan ? Le médicament imprimé en 3D détruit des cellules cancéreuses aussi efficacement qu'un médicament classique. Vous me direz, à quoi ça sert ? Eh bien, l'impression 3D à la demande permet d'ajuster le dosage en fonction du patient, voire d'associer différentes molécules en une seule pilule. Ce serait particulièrement intéressant pour des malades qui prennent beaucoup de médicaments dans la même journée. Aujourd'hui, le prix Nobel de physique a été décerné à Rederweis Barry Barish Kip Thorne pour la détection des ondes gravitationnelles il y a 1 an. Alors Kip Thorne, on le connaît aussi parce qu'il a participé à l'élaboration du film Interstellar. Les autres, on verra. Donc ils ont obtenu ce prestigieux prix pour avoir détecté les ondes gravitationnelles, comme je disais. Ce sont des ondes qui sont émises lors de la fusion de 2 trous noirs. C'est une oscillation de la courbure de l'espace-temps qui se propage à grande distance de son poids de formation. Leur présence avait été prévue par Einstein 100 ans plus tôt dans sa théorie de la relativité générale. Cette détection atteste du coup de la véracité de cette partie de sa théorie que seule la physique expérimentale pouvait prouver. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller visiter le Virgo en Italie, près de Pise. Alors, Elisa, des progrès dans le domaine du coma ? Mais oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui agite beaucoup mes recherches, la neurostimulation. Aujourd'hui, je vous en parle, comme tu dis, Sarah, dans le domaine du coma, parce qu'une équipe française a tenté une expérience incroyable sur un patient qui, suite à un accident de voiture, était dans le coma depuis plus de 15 ans. Le patient en question était non répondant aux stimulations de l'environnement extérieur et son état ne présentait aucune amélioration depuis 15 ans. Ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont stimulé un nerf, le nerf vague, avec un courant électrique, donc un courant électrique tout à fait léger, 1 mA, pendant 1 mois. Pourquoi le nerf vague ? Eh bien parce que c'est un nerf qui conduit à la libération de noradrénaline, qui agit comme neurotransmetteur, mais aussi parce que ce nerf joue un rôle crucial dans le processus d'éveil. Suite à cette stimulation, pendant donc 1 mois, le patient était à ce moment-là capable de tourner sa tête à la demande des expérimentateurs, mais aussi de suivre un objet des yeux ou encore d'ouvrir spontanément les yeux. On observait aussi une augmentation de l'activité électrique de son cerveau mesurée avec un électroencéphalogramme. Donc autrement dit, le patient est passé d'un état non répondant à un état que l'on qualifie de conscience minimale. Bien sûr, il s'agit que d'un cas, mais c'est déjà une formidable nouvelle et ça démontre encore une fois les incroyables capacités de plasticité de notre cerveau. Renaud, pourquoi faut-il regarder les mouches voler ? Excellente question. Eh bien, justement parce que ça te mène au prix Nobel. Et pour cause, c'est comme ça que Jeffrey Hall, Michael Robach et Michael Young ont découvert le rythme circadien, c'est-à-dire l'horloge biologique. Donc en regardant les mouches voler, ils ont mis à jour la protéine puis le gène qui régule ce rythme, c'est un mélange entre cirque et rythme, voilà. Et donc grâce à ça, ils ont permis à comprendre son fonctionnement et à faire toute leur théorie sur le rythme circadien. Donc regardez les mouches voler, si vous n'avez rien à faire, ça vous mène au prix Nobel. Et Romain, pourquoi parfois vaut-il mieux se taire ? Eh bien c'est très simple, j'ai trouvé une petite décision française qui peut être transposée en Belgique. Les faits étaient les suivants, monsieur et madame habitent ensemble et monsieur
va demander à madame de lui prêter de l'argent. Et il se trouve qu'ils vont se séparer et madame va réclamer son argent en retour. Et elle n'a aucune preuve de ce qu'elle a prêté l'argent à monsieur. Et dans le décours de conversation, monsieur va lui dire « Je ne te rembourserai jamais ». Et madame va utiliser cette phrase pour dire « En réalité, il m'a prêté de l'argent puisqu'il m'a dit « Je ne te rembourserai jamais ». Et la Cour de cassation a validé son interprétation, comme quoi en droit on sait aussi être démarrant. Et quelle est la petite moralité de cette histoire? C'est que quand vous ne voulez pas rembourser, vous ne dites pas « Je ne vous rembourserai pas, mais je ne te dois rien ». Ça vous évitera bien des problèmes plus tard. Voilà. C'est noté. Il y a encore des choses? Non, C'est fini. c'est bon pour aujourd'hui. Allez, vous avez bien bossé. Vous écoutez, dans une heure, c'est terminé. Je suis dans un système qui est fou. Je trouve complètement fou. Ah, oui. Et qu'après, on vienne me dire de manière docte que voilà ceci, cela, j'ai envie de dire ouvrez les yeux et regardez. Non, c'est pas ouvrir les yeux, ils ont ouvert les yeux, c'est uniquement financier. Non, mais ils ont ouvert les yeux. Non, mais bon. Ils ont tous ouvert les yeux, c'est financier. C'est des choix Voilà. financiers. Donc, si tu veux, pourquoi je dis que mon travail n'a pas de sens? Ah oui, je suis intimement fière de le métier que je fais, mais mon travail n'a plus de sens. Extrait de Burning Out, documentaire de Jérôme Lemaire. Qui nous pitch le film? Mais c'était pas prévu du tout. Ah bah non, mais parfois on peut un peu s'écarter de la conduite, Cédric. Qui peut nous raconter ce qui se passe dans le documentaire? Moi, je peux te le pitcher. Ah bah vas-y. Alors, on est à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et c'est un reportage où le réalisateur filme dans un quartier opératoire, donc où il y a beaucoup de salles d'opération, de chirurgiens, d'anesthésistes, d'infirmiers, d'infirmières. Et il se trouve que ça ne se passe pas très bien et que tout le monde semble plutôt à bout, c'est-à-dire que tout le monde semble surchargé, les gens s'engueulent énormément quand même, et donc face caméra, les gens expliquent « Bah oui, écoutez, ça ne va pas, ça ne va plus, mon travail ne me plaît plus, je suis complètement à bout ». Et ce reportage retrace un petit peu les démarches qu'ils vont essayer d'entreprendre auprès de la direction de l'hôpital pour leur demander de mettre en place des choses, pour que ça se passe mieux, pour optimiser un petit peu le quartier opératoire, mais dans le bon sens. Et il faut raconter la fin ou pas? Mais non. Est-ce que c'est comme un bon film? Non, on raconte pas la fin. Ah si, on va être obligé de raconter, en tout cas de l'évoquer, mais ça on va pouvoir l'évoquer dans le tour de table que je vous propose de faire, puisque vous l'avez tous vu. Et en plus, pas mal d'entre vous connaissent le milieu hospitalier, alors une impression, Sarah Zari par exemple? Du film? Bah oui, de ce qu'il raconte. Pour moi, c'était pas une nouveauté. C'est un chouette film, je pense, pour les gens qui ne connaissent pas le milieu de l'hôpital et du quartier opératoire en particulier. Mais moi, ça m'a rien appris du tout de comment ça se passe. J'ai cru voir mes chefs, mes collègues et mes autres collègues dans chaque personnage qui a pu apparaître dans ce film. Donc, ça nous mène à nous poser des questions. Et je sais qu'il y a certains hôpitaux qui ont organisé des projections de ce film, donc où les gens ont été invités, les chirurgiens, anesthésistes, toutes les équipes hospitalières ont été invitées à aller voir ce film. Et voilà, moi je trouve ça intéressant d'aller voir ça parce qu'on a souvent tendance à dire ouais, vous êtes médecin, vous gagnez bien votre vie, vous êtes confortable. Mais c'est peut-être parfois vrai, mais c'est au prix de certains sacrifices qui sont très bien démontrés dans ce film, je trouve. Henri, est-ce que tu rejoins Sarah? Je rejoins Sarah, sauf que moi je n'avais presque aucune connaissance du milieu hospitalier. Et que je n'ai jamais été confronté. Qui n'a jamais été opéré? Je suis de l'appendicite quand j'avais 6 ans, mais bon, je pense que ça n'intéresse pas fort nos éditeurs. D'accord. On peut s'étaler sur d'autres opérations que j'ai subies, mais ce n'est pas l'objet de l'émission. Oui, l'ablation également. Donc, plus sérieusement, moi j'ai une connaissance assez faible de ce milieu-là, et je n'ai pas été amené encore dans les milieux professionnels que j'ai fréquentés à être confronté à de telles situations vraiment de saturation. Et ce que je trouvais très intéressant dans le film, c'est que ça traitait plus de tout ce qui se passe en amont, tout le conditionnement qui amène ces gens à finir, pour certains peut-être en burn-out, ou à essayer de trouver des solutions pour améliorer le fonctionnement de l'unité de soins. Donc je trouvais ça vraiment intéressant de se rendre compte, en fait, le climat qui pèse de plus en plus, tout ce qui se passe. Et on aura l'occasion d'un petit peu développer là-dessus. Donc voilà, moi c'est un film que je conseille. Sarah Paul, quelque chose à dire?
Ils ont déjà bien exposé ce qui se passait. Je sais pas vraiment ce que je peux rajouter. J'ai trouvé ça intéressant aussi. Vous disiez, on voit différents niveaux d'équipe. Il y a aussi une aide-soignante à qui le réalisateur parle plusieurs fois dans le reportage, qui dit que elle fait du nettoyage, c'est pas vraiment intéressant comme métier, qu'elle peut pas, elle sait pas vraiment ce qui se passe, juste on lui dit tu dois nettoyer le plus vite possible et c'est tout, et voilà quoi, c'est tout, alors que ça avait pas l'air d'être ce pourquoi elle était là au début quoi. Cédric. Je connaissais un tout petit peu le milieu hospitalier. Je rejoins assez Henri. Il est assez bien fait pour mettre en évidence tout ce qui provoque des burn-out dans une équipe. Le milieu hospitalier a cette particularité que dans les quartiers opératoires, c'est souvent en sous-sol, c'est de la lumière artificielle, c'est quand même un contexte très, très, très particulier. C'est des couloirs, tout ça est très aseptisé. Donc, même s'il n'y a pas d'odeur quand on regarde ce documentaire, on perçoit assez facilement comment un climat, un environnement, une atmosphère peut, entre guillemets, influencer les gens dans leur prédisposition à faire un burn-out, je trouve. On continue le tour de table. Je ne sais pas, Romain, est-ce que tu as vu le film, Romain ? Alors moi je suis un bon invité, j'ai pas vu le film. Par contre, c'est clair que, je vous entends, et ça trahit quelque chose que moi je vis aussi dans ma pratique quotidienne, qui est une souffrance au travail plus globale. Donc ça touche le burn-out, mais ça touche également le harcèlement et toutes ces souffrances qu'on appelle les souffrances psychosociales au travail, et qui sont très très mal appréhendées par le droit, puisque c'est quelque chose qui est profondément, c'est du ressenti souvent, c'est très difficile à objectiver. Or le droit est quelque chose de très très froid. Donc moi, vous allez voir, je vais vous donner éventuellement quelques réflexions sur les questions que vous me poserez, mais c'est vrai que le droit n'est pas toujours la meilleure solution par rapport à des problèmes de burn-out, ici en tout cas de burn-out, mais de harcèlement ou de tout autre risque socio au travail. Voilà pour le regard du juriste et de l'avocat. Renaud en tant qu'anesthésiste. Je rejoins évidemment tout ce qu'a dit Sarah précédemment, parce que ça retrace vraiment notre quotidien. Et moi, j'ai vu ce film en plus dans des conditions un peu particulières, à savoir que j'étais de garde ce jour-là, et que je l'ai vu dans ma chambre de garde le soir. Et donc, ce film retraçait un petit peu toute ma journée et toute ma nuit qui allait encore arriver. Et c'était assez perturbant, et ce qui m'a donc c'est un film qui est très bien fait. L'équipe a été suivie pendant 2 ans et demi, et le réalisateur a vraiment bien réussi à retranscrire l'atmosphère de travail, en tout cas dans cet hôpital. Et j'étais assez perturbé par la difficulté qu'avaient ces équipes à trouver des solutions. Donc le constat était évident, mais ils avaient énormément de mal malgré leur volonté, à trouver des solutions. Et du coup, c'était un petit peu perturbant, je trouve. Ça fiche la trouille, de ça se dire que ça va être notre futur. Surtout quand t'es tout seul dans ton lit. Et qu'on peut t'appeler n'importe quand. On peut m'appeler n'importe quand pour me dire que c'est la merde. Et pourtant, tout le monde est ouvert à la discussion, quoi. C'est ça que... Voilà, mais j'avais pas l'impression qu'ils se faisaient beaucoup entendre par le reste de la direction. Mais bon, c'est bon. Et on termine le tour de table par Elisa, qui nous donnera son impression sur Burning-Out, mais qui aussi a la lourde tâche de nous décrire, de nous expliquer ce qu'est un burn-out finalement. Et oui, il m'appartient en tant que psychologue travaillant en psychiatrie de vous définir le burn-out. Tout d'abord, effectivement, je voudrais juste rejoindre ce que mes collègues ont dit. Donc, Burning Out est un film, je trouve, très parlant, très perturbant et très dérangeant, et effectivement criant de vérité par rapport à toutes les personnes que je connais qui évoluent dans un milieu comme le quartier opératoire. Donc, apparemment, tous les hôpitaux se trouvent à peu de choses près dans la même situation, ce qui est plutôt flippant. Mais effectivement, Burning Out ne parle pas à proprement parler de burn-out, c'est-à-dire Burning Out met en évidence un système qui est dysfonctionnel, particulièrement dysfonctionnel, notamment la direction de l'hôpital qui est absolument incapable de faire face aux problématiques qui sont soulevées par les équipes soignantes. Mais finalement, il ne s'agit pas d'un film sur le burn-out.
Parce que le burn-out, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est compliqué à définir, figurez-vous. On parle en fait de syndrome d'épuisement professionnel et les symptômes sont très très variés. On parle d'une fatigue intense, d'un désinvestissement au niveau de l'activité professionnelle, ainsi qu'un sentiment d'échec et d'incompétence au travail. Dans l'ensemble, il semblerait que le burn-out, comme on le définit au niveau du grand public, serait lié à une déconnexion entre l'individu et l'organisation pour laquelle il travaille, peu importe ce qu'elle est, dans des domaines variés, comme au niveau de la charge de travail, donc trop de travail et parfois aussi pas assez de travail, sur le contrôle que l'individu a sur ce qu'il fait, ce qu'il produit, sur l'intérêt que son travail a, la valorisation que l'individu reçoit à propos de la qualité de son travail, mais aussi l'ambiance entre les collègues, le sentiment éventuellement d'injustice si certains collègues sont traités mieux que d'autres, et enfin les valeurs de l'institution pour laquelle l'individu travaille, est-ce qu'elles sont en accord avec les valeurs de l'individu. Donc ça c'est un petit peu ce qui est dit au niveau du burn-out. Maintenant, sachez que tout ça n'a en fait pas grand-chose de scientifique, parce qu'en réalité dans le domaine des sciences médicales et de la psychiatrie en l'occurrence, le burn-out n'existe pas. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'existe pas à part entière. Donc vous ouvrez un manuel diagnostique du burn-out, un manuel diagnostique de psychiatrie, le burn-out ne s'y trouve pas. Par contre, ce qui existe, comme Thibaut tu l'as mentionné dans l'intro, c'est le trouble de l'adaptation. Et ça, en fait, ça porte tout un tas de noms. Peut-être que certains vous diront quelque chose, dépression exogène, dépression réactive ou dépression situationnelle. Ce que je trouve intéressant dans la définition que la psychiatrie apporte par rapport à ça, c'est qu'il s'agit d'une dépression. Simplement, ça n'est pas comme une dépression majeure, une dépression qui est interne à l'individu. Donc ici, c'est vraiment une dépression qui est causée par un stress externe ou un événement de vie et que l'individu se retrouve dans une situation où il ne parvient pas à s'adapter à ce stress ou à cet événement de vie. Donc, il y a une cause externe qui est plus ou moins identifiable, mais en fait, au niveau de l'individu, les symptômes sont ceux d'une dépression. Ce qui rend la définition du burn-out très compliquée, mais aussi l'identification du burn-out très compliquée. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est en dépression, c'est pas nécessairement évident de mettre le doigt sur le fait que, oui, votre dépression est tout à fait causée par le fait que au travail ça ne va pas, ou que votre compagne ou compagnon est décédé, enfin, ce genre de choses, c'est difficile. Par ailleurs, les troubles de l'adaptation, là, c'est là qu'il faut être prudent, c'est que ça n'est pas spécifique à la situation professionnelle. Donc c'est vraiment une dépression, mais qui est causée par un événement externe et identifiable, et dont les symptômes disparaissent une fois que l'événement de vie ou que le stress externe disparaît. Donc voilà un petit peu où on en est au niveau scientifique. Les réactions ? Non, écoutez, ça m'a l'air d'être effectivement un exercice assez complexe d'arriver à mettre des mots derrière tout ça, et je pense que ce qui marque bien le fait que c'est très difficile à définir, c'est que Elisa a dû utiliser énormément de choses et rentrer beaucoup de choses dedans pour dire que c'est encore très large et c'est pas encore très resserré, je vais dire, comme définition, qu'il y a sans doute encore beaucoup de choses à apprendre autour de tout ça. Mais merci Elisa de nous avoir éclairé sur ce point. Mais c'est mon plaisir. Alors il y a des différentes réactions qui arrivent. Cédric et puis Sarah. Cédric ? Non, pardon, je rebondis. C'est vrai que c'est compliqué parce que la psychiatrie a l'air d'avoir beaucoup de mal à mettre quelque chose derrière cette notion de burn-out. Or, c'est une notion qui est de plus en plus utilisée par le grand public. Donc, quand on cherche un peu des chiffres, c'est qu'on tombe rarement sur les médecins estiment qu'il y a autant de burn-out. On trouve plutôt il y a autant de personnes qui se définissent comme ayant un burn-out ou comme ayant eu un burn-out. Et je ne sais pas si je connais pas bien l'histoire de la médecine, mais on a l'impression que le grand public, sur ce coup-ci, s'est approprié une pathologie ou un syndrome plus rapidement que ne l'a fait la science, et donc il y a une forme de décalage spécial entre ce que le grand public pense d'une pathologie, mais sur laquelle la science ne s'est pas encore vraiment prononcée. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans l'absolu, donc si on reprend les définitions vraies, ça n'est pas vrai, c'est-à-dire que la dépression réactive ou le trouble de l'adaptation, ça existe dans les manuels diagnostiques, donc c'est-à-dire que des études sont faites dessus depuis encore plus longtemps que ça, mais depuis plus de 30 ans. Donc en fait, c'est quelque chose qui a complètement précédé l'apparition de la notion de burn-out, qui est en fait beaucoup plus récente et qui a commencé à apparaître fin des années 90 principalement. Mais effectivement, il y a de manière générale un petit souci aussi, et c'est un truc dont la psychologie et la psychiatrie souffrent beaucoup, c'est que burn-out, ça sonne très sexy comme nom, c'est international, ça sonne bien, et à côté de ça, on passe complètement à côté de l'entité psychiatrique qui est en fait sous-tendue par ça. Donc maintenant, ça peut aussi vouloir dire que c'est la psychiatrie qui est en retard.
Donc c'est toujours un peu le problème, c'est qu'à ce stade, en tout cas de l'état d'avancée de la science, on ne sait pas quoi. Peut-être que dans la nouvelle version des manuels de diagnostic de psychiatrie, on verra le burn-out en tant qu'entité distincte. La difficulté étant que la psychiatrie s'adresse principalement à l'individu et pas nécessairement au système, alors que le burn-out est vraiment fortement lié à, comme je disais, une déconnexion entre un individu et un système. Donc je pense que c'est peut-être de là aussi que peut éventuellement provenir le problème. Mais... Oui, c'est ça. À l'heure actuelle, si quelqu'un tombe en burn-out, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les étapes en fait? Donc c'est l'individu qui est pris en charge. En général, la première personne de contact, c'est le médecin traitant. Donc il y a d'abord un arrêt maladie qui est posé par le médecin traitant, qui est en général de l'ordre de 2-3 semaines, et on peut continuer longtemps à tranche de 2 semaines en parlant d'épuisement. Donc voilà. Au bout d'un moment, malgré tout, vous ne pouvez pas non plus rester par tranche de 2 semaines absent pendant des mois et des mois. Donc il y a quand même une prise en charge spécifique qui doit être faite par un service de psychiatrie, où il y a toute une batterie de bilans et d'évaluations qui sont faites pour déterminer si effectivement l'individu présente, alors dans ce cas-là on parle de trouble de l'adaptation, mais par rapport à la situation professionnelle. Et donc là, il y a tout un tas d'examens qui sont mis en place pour participer à cette évaluation-là, dont la pertinence varie probablement. Je ne pourrais pas vous dire si tous ces examens sont vraiment utiles et sont vraiment intéressants. Et ça, en général, ça se fait à l'hôpital, dans un service de psychiatrie, notamment l'hôpital de Bruxelles qui est le plus spécialisé pour ça, c'est la clinique du stress, donc au CHU Bruckmann. Mais du coup, on ne soigne qu'une partie du problème. Et là, peut-être que Romain, tu peux réagir. Qu'est-ce qu'il existe pour éventuellement tenter de soigner un système, une boîte, j'en sais rien, un système défaillant, puisque le problème vient sans doute des deux côtés. Il y a le travailleur et puis il y a le système dans lequel il travaille. Alors, c'est de nouveau toute la difficulté de la chose. Comme il n'y a pas exactement de définition médicale, il n'y a pas non plus de définition juridique du burn-out. Les gens qui sont en burn-out sont des gens qui sont en incapacité de travail, et ils sont dans le régime classique de l'incapacité de travail, avec d'abord 1 an d'incapacité de travail, puis si ça continue à se prolonger, l'invalidité. C'est pour ça que c'est toujours très très difficile à appréhender pour les employeurs aussi, puisque eux n'ont pas non plus de vision sur ce que le travailleur va faire. Est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il ne va pas revenir, s'il ne revient pas, comment est-ce qu'on organise éventuellement son départ, parce que c'est une réalité aussi, c'est principalement ça le problème pour les gens qui sont en burn-out. Est-ce qu'on peut adapter le travail au sein de la société? Ça, c'est toutes des questions juridiques qui vont se poser par rapport aux victimes de burn-out au sens large. Moi, je préfère effectivement parler de souffrance au travail, parce que parfois, c'est pas uniquement du burn-out, c'est des gens qui ont des difficultés à s'intégrer dans un groupe, c'est des gens qui ont des difficultés avec un supérieur en particulier qui est particulièrement dur à leur égard. Et donc, ça flirte toujours avec d'autres notions comme le harcèlement, avec toujours cette même difficulté que j'évoquais tout à l'heure, qui est cette difficulté à pouvoir objectiver la situation. Maintenant, le droit est une des réponses. Je pense que les causes du burn-out sont multiples et peuvent se trouver aussi dans l'organisation de notre société, de notre économie, la manière dont on presse certaines personnes alors qu'on en laisse beaucoup d'autres sur le carreau. Est-ce que ça a vraiment un sens? Depuis les années 80, c'est vrai que la cadence de travail n'a pas diminué, alors que historiquement, le temps de travail et la cadence de travail a diminué depuis le début du XXe siècle, et à partir des années 80, ça stagne. Et pourtant, la demande en travail continue à augmenter, donc vous avez des gens qui sont pressurisés en réalité dans le travail qu'ils font, et qui se retrouvent à un moment à péter un plomb, mais avec aussi comme particularité que on dit toujours qu'il y a une explosion du burn-out pour l'instant. Est-ce que c'est réellement une explosion du burn-out, ou est-ce que c'est aussi une prise en compte plus large et une réalité qui se révèle, qui existait avant, mais qui n'était pas considérée comme telle? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train, en réalité, d'assister à un problème plus large? Sarah Zari. Moi, je suis désolée de réagir comme ça, mais c'est ce que vous dites. C'est des choses qui me piquent un peu les oreilles, parce que moi, je suis plus partisan du fait que c'est un mal de notre société d'aujourd'hui, que les gens sont juste plus capables
de s'adapter à quoi que ce soit et que forcément la solution de facilité c'est de dire finalement je suis en burn-out. L'être humain n'a jamais été ami pour la vie, toujours. Tout le monde ne s'est jamais entendu depuis la nuit des temps avec son boss, avec son collègue. Et je veux dire, c'est des choses qui existent depuis tout le temps. Et moi, le mot burn-out me dérange beaucoup parce que je trouve que c'est pas forcément un mot adapté tant qu'on n'a pas éclairci les choses. Et peut-être, comme tu dis, Elisa, que si la psychiatrie, pourtant la médecine avance à une vitesse grand V, peut-être que s'ils n'ont pas mis le doigt sur ce que c'était vraiment pour avoir une vraie définition avec un vrai diagnostic et des moyens diagnostiques dans des bouquins de référence, c'est que c'est pas quelque chose qui... Je me permets juste de t'interrompre, donc tout ça existe, hein. C'est juste ça ne porte pas le nom de burn-out mais de trouble de l'adaptation. Et c'est pour ça, moi je parle de burn-out tel que les gens le définissent et tel que les gens le pensent. Je parle pas d'autres trucs parce que une dépression c'est une dépression. Il y a plusieurs classifications de dépression majeure, mineure, machin, réactionnelle ou autre, mais ça reste c'est des pathologies qui à mon sens et qui d'après ce que j'ai compris sont pas ce que les gens disent du burn-out. Je suis pas certaine que que la dissociation existe réellement. C'est-à-dire, en fait, le burn-out, tel qu'il est présenté, en tout cas à l'heure actuelle, dans la manière dont on l'évoque en science, est un cas particulier du trouble de l'adaptation. C'est plus à ce niveau-là que ça se passe. Donc, on parle effectivement de dépression réactive, comme tu dis. J'entends bien que le terme dépression revient et qu'alors on peut avoir la sensation que tout ça est un espèce d'immense magma. En réalité, en psychiatrie, par rapport au manuel diagnostique et par rapport aux guidelines qui existent à ce sujet-là, ça n'est pas du tout la même chose, en fait. Mais c'est vrai que je comprends aussi l'énervement puisque le burn-out est excessivement populaire pour l'instant, tout le monde en parle. On a eu le même problème il y a une dizaine d'années avec les troubles déficitaires de l'attention, les dyslexies, etc. Donc la psychiatrie souffre de ça en tout cas, c'est que tout à coup il y a des syndromes qui sont pris en main par le grand public et qui sont brandis un peu à tout va. Malgré tout, la souffrance au travail, comme le signalait Romain, est une réalité et qui doit quand même être prise en compte, quoi. Donc, Sarah Paul, tu voulais réagir également ? Je me posais exactement la question à laquelle tu viens de répondre. C'est quoi la différence entre un épisode dépressif et un burn-out ? Mais donc tu as répondu. Enfin, je dis que c'était pas pareil. Oui, non, mais je me demandais si c'était la même chose. Tu dis non. Bon, voilà, j'accepte cette réponse. Et alors je me disais aussi le fait est que depuis, la quantité de population ne fait que augmenter, donc on est de plus en plus nombreux. Donc forcément, c'est inévitable que ce qui existait en très très petite quantité avant augmente aussi. Donc si avant il y avait un groupe de 50 personnes que tu le transformes en un groupe de 500 personnes, il n'y a aucune raison qu'il y ait toujours autant de personnes qui soient malades ou qui aient un les conditions de travail sont quand même de moins en moins bonnes dans beaucoup de secteurs, non ? Je sais pas. Hein. Les conditions de travail maintenant sont moins bonnes, c'est ça que oui, j'ai l'impression qu'on nous met de plus en plus la pression. Cédric puis Romain, et puis on passera un petit son que Sarah nous a préparé. Mais que du coup, ce que je me disais, c'est que c'est normal qu'on voit plus de gens avec des maladies si on est plus nombreux, vu qu'il y a plus de monde. Alors Cédric et puis Romain. Oui, je vais très vite. Non, mais parce qu'on parle des conditions de travail et c'est très intéressant parce que dans Burning Out, il y a justement un des vieux chirurgiens qui explique que lui, pour le moment, ça va pas. Et lui, il fait quand même le parallèle. Il dit, moi, il y a 30 ans, j'étais chirurgien, j'avais mon anesthésiste, mon infirmier, mon infirmière, mon aide-soignante, et on formait une équipe, et voilà, et on fonctionnait ensemble, et j'avais un vrai rapport humain avec mes collaborateurs. Et il explique que la situation pour lui a changé et que tout le monde est devenu interchangeable, des numéros sur un tableau récapitulatif, et que tout change tout le temps et qu'ils se sentent un peu comme un petit boulon dans une énorme machine. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais lui explique clairement qu'il y a eu une modification de ses conditions de travail au prix d'une déshumanisation en 30 ans, quoi. Ce qui peut peut-être aussi augmenter une potentielle augmentation des burn-out. Romain ? Oui, peut-être pour revenir sur la question des chiffres. Alors moi j'ai quelques chiffres ici, mais je ne connais pas la méthodologie. Je sais que vous êtes tous attentifs à la méthodologie scientifique des choses. Voilà. Mais bon, les chiffres dont je dispose rappellent que en réalité 80
80 000 Belges souffriraient chaque année du burn-out, que ce soit dans des petits épisodes de 2 semaines, 3 semaines, ou des longs épisodes qui peuvent durer parfois plusieurs années, et que les cas de burn-out entre 2007 et 2016 avaient doublé. Donc la population n'a pas doublé en 2016, mais c'est clair que... Eh bien ça, on n'en est pas sûr, on devrait qu'on vérifie quand même. Au boulot. On fait des bébés. Voilà. Oui, moi j'ai fait des jumeaux. C'est clair qu'il y a une augmentation nette du nombre de cas de burn-out, et le nombre de cas de burn-out, alors... De nouveau, on peut discuter sur ce qu'on appelle un burn-out, mais le nombre de cas de burn-out représenterait 10% des indemnités invalidité qui sont payées chaque année par l'INAMI. C'est quand même assez énorme. C'est énorme. Alors Sarah, c'est bien que tu prennes la parole parce que toi, pour préparer cette émission, eh bien, tu t'es baladé avec un enregistreur, n'est-ce pas ? Oui. On va écouter une des premières personnes que tu as rencontrées dans l'hôpital où tu travailles actuellement. Je pense que tu présentes la personne dans le son, mais je ne sais plus trop si c'est comme ça que je l'ai monté, donc on va écouter et puis après tu réagiras, d'accord ? Allez, vous écoutez Dans une heure, c'est terminé, vous êtes sur Radio Panique, on est ensemble jusqu'à 20h. Voilà, donc aujourd'hui je suis en présence de Rida Assouan, qui est le chef du personnel infirmier à l'hôpital Briand de Schaerbeek. Donc Rida, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles du burn-out. On dit toujours que dans les gens qui travaillent dans les soins de santé, ils sont tous plus sujets à faire un burn-out. J'aimerais savoir ce que tu en penses, toi, personnellement. Est-ce que tu te sens, toi, plus à risque de faire un burn-out ? Et j'aimerais aussi que tu me parles un petit peu des feedbacks que tu as autour de toi, étant donné que tu es le chef du personnel infirmier, que ce soit de ton équipe d'infirmiers ou du reste des gens au sein du quartier opératoire. Voilà, donc le burn-out, c'est un sujet assez compliqué. Je pense que c'est une réalité un peu partout et au quartier opératoire, peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, on est soumis à pas mal de tensions, on va dire, naturelles, puisque on est amené à devoir collaborer avec pas mal d'autres personnes, des anesthésistes, des chirurgiens qui ont chacun, il faut le dire, leur ego. Et il faut essayer de coordonner tout ça de sorte à ce que toute l'activité se lisse, toutes les urgences soient prises en compte au bon moment, comme il le faut. Donc on est vraiment soumis à de grosses conditions stressantes. Le personnel infirmier, oui, est soumis à ce stress en permanence. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger, c'est quelque chose qu'il faut tenir à l'œil. Est-ce que le personnel infirmier est plus sujet que d'autres ? Je ne pense pas. Je pense que c'est un mal que chacun peut subir. Et donc ici, au quartier opératoire, ce que moi j'ai eu tendance à faire, c'est un petit peu me prémunir par rapport à ça, essayer de créer une certaine dynamique de travail qui fait que d'abord on puisse à tout moment aller voir son supérieur pour un petit peu discuter, voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas. Je vais régulièrement voir mon personnel pour prendre un petit peu le pouls. Quand il y a des sujets qui sont un petit peu borderline, je vais dire, ou des personnes qui sont un petit peu mal intentionnées par rapport à du personnel infirmier, ce qui existe, je vais quand même les rencontrer, je vais leur soumettre un petit peu mon avis en disant qu'on est tous interdépendants et qu'il faut quand même essayer de faire en sorte que la coexistence soit le mieux possible dans l'intérêt du patient. Donc oui, c'est un mal, oui, c'est présent au quartier opératoire. Je croise les doigts pour que le personnel infirmier ici ne soit pas trop soumis à cette pression de sorte à ce qu'ils arrivent justement à cette limite qu'on appelle le burn-out. Pour le moment, je n'ai pas de membres du personnel qui manifestent, que ce soit de manière verbale ou non verbale, des signes qui me laisseraient croire qu'ils sont en burn-out. J'ai par contre eu l'occasion de discuter avec des chirurgiens ou des anesthésistes qui, eux, le manifestent verbalement et clairement en disant qu'ils en ont marre, que la pression est tellement importante que ça ne va pas, que ce soit des personnes qui soient avec des responsabilités dans l'organisation du quartier opératoire ou des simples opérateurs qui ont pour objectif juste de venir opérer nos patients. Donc voilà un petit peu la vie ici au quartier opératoire. Je pense que c'est le mal du siècle, on en a parlé à plusieurs reprises dans différents staffs. Je pense que vraiment la conduite à tenir, c'est d'être vigilant, d'avoir l'esprit ouvert, les yeux ouverts, surtout en tant que responsable, d'aller vraiment anticiper un petit peu cette douleur. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien à faire, c'est l'ambiance du travail qui va faire que... Vous écoutez Dans une heure, c'est terminé. Une émission proposée par le Collectouf.
pour cet entretien avec ce chef infirmier. De quel hôpital ? C'est l'hôpital Brien à Schaerbeek. Ça fait partie du CHU Brugman. D'accord. Un mot quand même sur cette impression qu'on a, alors est-ce que ça se vérifie ou pas, cette impression qu'on a que le burn-out a lieu souvent dans le domaine hospitalier, ou en tout cas dans le domaine du soin vers la personne. Est-ce que c'est statistiquement prouvé qu'il y a plus de burn-out dans ces milieux-là ? Oui, donc effectivement, ça c'est un fait au niveau des chiffres. On voit que c'est un domaine qui est particulièrement touché. Maintenant, il reste la question du pourquoi, évidemment. Alors pourquoi, à votre avis ? Sur cette question, Romain. Moi, comme je disais tout à l'heure, on retrouve des burn-out effectivement dans beaucoup de milieux, mais probablement que la raison pour laquelle le secteur de la santé est particulièrement touché, c'est parce qu'aujourd'hui on assiste particulièrement à une diminution, une pression sur les coûts de sécurité sociale, et les coûts de sécurité sociale et d'investissement dans les hôpitaux, ils se font aujourd'hui sur le personnel aussi. Et quand on est 4 à faire le travail de 5, oui, c'est clair qu'à un moment, on n'en peut plus. Et quand on est 4 à faire le travail de 5 de manière structurelle et continue, sans possibilité de voir un 5e arriver à un moment, il y a un moment où ça pète. Alors, je ne sais pas, moi je suis un peu comme Henri, extérieur au milieu hospitalier, même si je me suis déjà fait opérer. Est-ce qu'il n'y a pas non plus, dans ce domaine-là, particulièrement, une envie de bien faire, d'être professionnel jusqu'au bout, d'être parfois même à l'extrême, donc perfectionniste, puisque c'est quand même le soin à la personne, et du coup, faute de moyens, on ne remplit pas, non pas ces objectifs quantifiables, mais des objectifs non quantifiables, à savoir être agréable, faire bien son boulot, être dans la relation avec le patient. Sarah ? Moi, je dirais que ça dépend des gens et comment ils abordent aussi leur métier, parce que c'est pas pour dire, mais il y a beaucoup de médecins, chirurgiens, anesthésistes ou autres personnels soignants qui sont désagréables au possible. Le fait est que on donne une certaine responsabilité à ces gens de dire vous vous occupez d'autres gens, vous avez la vie de ces gens entre les mains, vous avez l'avenir peut-être probablement de ces gens entre vos mains, et en plus eux se confient tout leur être et toute leur personne à vous. Donc on peut pas se permettre de dire ok, étant donné que je travaille 2 fois plus que ce qu'il faut, alors je vais être moins humain, et faire moins bien mon travail. Je dirais que c'est moins dangereux pour, je sais pas, un ingénieur son, par exemple, qui fait moins bien son son. Bon, c'est pas trop grave. Il y a pas de vie. J'essaye d'être perfectionniste aussi dans cette émission. La vie d'autrui n'est pas impliquée dans ça. Et je pense que c'est surtout ça qui fait que les gens ont une pression qui vient de l'extérieur et du boulot, mais qui vient aussi d'eux-mêmes, parce qu'il faut bien faire. On n'a pas le choix. Réaction ? Oui. Je rejoins un peu ce que veut dire Sarah, mais c'est que dans ce secteur, les conséquences pour un travail mal fait ou fait dans de mauvaises conditions sont aussi terribles que pour la personne soignée que pour la personne soignante. Donc il faut vivre avec le fait qu'on a eu un échec dans son travail, et ça c'est une pression qu'on se met soi-même, en plus de la pression du système tout autour. Et donc il y a peut-être une accumulation qui se fait en plus, et voilà. Alors très vite, encore deux réactions avant de continuer dans les leçons que Sarah nous a rapportées de l'hôpital. Romain d'abord et puis Elisa. Merci, oui, je parle évidemment sous le contrôle d'Elisa ici, puisqu'il me semble que dans les conditions du burn-out, c'est clair que les personnes qui sont les plus exposées sont généralement les personnes perfectionnistes, les personnes qui sont très attentives à leur travail, et elles ont un taux de risque psychosocial plus élevé que les autres. C'est juste ça que je voulais signaler. Oui, c'est effectivement tout à fait correct, et par ailleurs, au niveau des facteurs de risque, les femmes sont aussi plus à risque que les hommes. Mais je ne suis pas certaine que ça ait le moindre lien avec le perfectionnisme, mais c'était juste pour vous le préciser. La seule chose sur laquelle je voulais rebondir aussi, c'est qu'une des réalités du burn-out dont en fait on parle étonnamment relativement peu, c'est le suicide. Le taux de suicide pour les personnes qui sont soit diagnostiquées avec un trouble de l'adaptation ou en situation de burn-out, peu importe comment on le décrit, est vraiment particulièrement élevé. Et effectivement, dans le milieu hospitalier, de manière générale, le taux de suicide est énorme. Parce que je pense que nos auditeurs peuvent très bien s'imaginer ce qui se passe. Vous faites une erreur, vous êtes au bloc, que vous soyez chirurgien, anesthésiste ou peu importe. Vous faites une erreur et vous tuez la personne qui est sur la table. Ça arrive, c'est comme ça. Ça peut arriver très vite. Oui, ça peut arriver très très vite. Et vous
devez vivre avec. Et on a très régulièrement, et encore il y a pas tellement longtemps, des cas de suicide quoi, dans des circonstances pareilles. Et bon, enfin, voilà, c'est très lourd quoi. Je ne sais pas. Oui, alors ça, bon, j'espère qu'on aura le temps de tout diffuser, mais on trouvera une solution. Alors moi, je ne sais pas si tu sais, mais moi j'ai entendu dire, désolé Renaud, que les anesthésistes étaient particulièrement à risque pour le suicide. Je ne sais pas si toi ou Lisa, vous avez des chiffres. Alors, pas, toi. Si tu me poses la question sur mon frère qui est à côté de moi, je sais pas, non, j'ai aucun chiffre, désolé. Je sais pas, non. Je ne connais pas les chiffres exacts, donc je ne pourrais pas te parler de pourcentage ou de odd ratio, etc. Mais c'est vrai que c'est une des professions médicale qui est la plus à risque. Parce qu'ils ont accès peut-être aux médicaments. Non, ça c'est vraiment la raison hyper hypocrite. Okay. Parce que déjà de manière générale, les anesthésistes ne se suicident pas nécessairement avec les médicaments qu'ils possèdent. Donc tout ça n'a absolument rien à voir. Et le raisonnement est le même avec quelqu'un qui travaille dans une gare. Il a plus accès au train sous lequel se jeter. Donc c'est un raisonnement qui ne tient pas et qui est, je pense, très confortant pour les gens de se dire les anesthésistes se suicident plus parce qu'ils ont plus la possibilité de le faire. Non, un anesthésiste au travail a la vie du patient entre les mains, puisque quand vous êtes anesthésié, vous êtes dans un état très particulier dans lequel vous n'êtes a priori pas capable de vous sortir seul. Donc la personne qui gère votre état de vie sur la table d'opération, c'est principalement l'anesthésiste au niveau physiologique en tout cas. Voilà, on écoute un deuxième son que Sarah nous a rapporté. Alors c'est une deuxième personne que tu as interviewée, c'est qui ? Il s'agissait de mon ancien chef il y a 2 semaines. Et c'est le docteur Dernier qui est chirurgien vasculaire au même hôpital Brien à Scarbeck. On l'écoute et on revient avec une chronique que Henri nous a préparée. Moi, mon impression, c'est que on en parle, que plus on en parle, plus on met ce problème en évidence, mais que les vrais burn-out sont extrêmement rares, que probablement on ne parle pas suffisamment de la tension, des situations conflictuelles, mais ces situations conflictuelles existaient il y a 30 ans, il y a 50 ans, de la même manière, et on appelait ça autrement dépression, et les gens continuaient simplement à travailler. Ici, on en fait un fait social, et il y a toute une série de raisons pour ça. Bien sûr, la souffrance individuelle, elle est ce qu'elle est, et elle est à prendre en compte en tant que telle. Mais moi, je pense que c'est un problème qu'on a mis en avant et qu'on a en fait trop mis en avant. Donc, ce qui est difficile pour parler du burn-out, c'est de voir, au fond, quelle est la part de la souffrance réelle et la part de l'effet de mode. C'est vrai que si vous êtes dans un conflit, on est souvent dépassé. Au fait, personne n'aime les conflits. On est dépassé dans un premier temps. Après ça, on s'organise, on rumine, et puis on repart en fait, tout conflit doit susciter une discussion. Le burn-out peut être un refuge, en fait, dire je suis en burn-out, ça va plus, je m'en vais, je pète les plombs, je casse tout. Ça n'est pas toujours une attitude constructive, et le fait d'en faire de le sacraliser, de le mettre sur un piédestal, à mon avis, peut nuire à la résolution des conflits. Le problème n'est pas d'avoir des conflits, le problème c'est de savoir comment les résoudre. Au fond, la question à se poser, c'est quoi le burn-out ? Le burn-out, c'est le fait de se sentir enfermé et de ne plus pouvoir sortir d'une boîte dans son environnement professionnel et de ne pas pouvoir résoudre les tensions qui vous accablent personnellement. C'est un problème extrêmement personnel. Moi, personnellement, en tant que chirurgien dans une pratique, moi j'ai déjà quand même un certain âge, j'ai l'impression de ne pas vraiment être burn-outable. Est-ce que c'est pas, au fond, l'apanage de tout le monde ? Est-ce que, si ça ne va pas, est-ce qu'il n'y a pas toujours moyen de changer ? Est-ce que ce n'est pas une attitude, en fait, qui finalement vous empêche de communiquer ? Or, les conflits, ça se résout par la communication et par rien d'autre. Il y a, je dirais, 30 ans, puisque moi je commence déjà à être un petit peu vieux, donc avoir un petit peu de recul, eh bien, quand vous aviez des situations professionnelles qui posaient problème, eh bien, les choses se résolvaient aussi au niveau soit d'organisation, soit de corporation, soit de syndicat.
Ces structures ont perdu, par rapport à il y a 30 ans, énormément de leur prépondérance. Et donc on se retrouve un petit peu seul face à ce type de problème. Mais pour moi, fondamentalement, le burn-out n'existe pas. J'ai l'impression, ou existe de manière extrêmement rare, j'ai l'impression qu'il y a une manière qu'il y a une intolérance au conflit. Et le burn-out, et en tout cas l'importance qu'on met au burn-out, en est un symptôme. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont en burn-out sont méchants, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte leur souffrance, mais je trouve que cette souffrance est organisée socialement. Et plus on parle de burn-out, plus il y aura des gens qui se trouveront en burn-out pour des situations qui pourraient être résolues autrement. Vous écoutez le Collectouf et dans 1 heure, c'est terminé. Dans 1 heure, c'est terminé. Mais nom de Dieu, 4 fois que je te demande d'apporter mon café, c'est trop te demander? Je m'en fous, je ne veux pas le savoir. Si tu crois que ça m'amuse d'être ici, de nouveau, je sens que ça va être une semaine de merde. C'est à peine si j'ai pu me reposer ce week-end. Et c'est reparti, métro, boulot, dodo, ou plutôt embouteillage, boulot de merde, embouteillage, insomnie. Et mon boss qui est toujours derrière mon dos. Rappelle-moi quel est l'intérêt de faire une chronique prétendument humoristique alors qu'on est en train de traiter d'un sujet plutôt sérieux, non? Et puis c'est quoi cette équipe de dépressifs autour de moi? Henri, tu es à l'antenne là. Ah, oui. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. En préparant cette émission, je me suis posé une question très simple. Suis-je burn-outissable? Non, me direz-vous, et vous n'aurez pas tort, je suis un jeune homme équilibré, courtois bien dans sa tête et dans son travail. Malgré tout, j'ai effectué quelques recherches en ce sens, et j'ai découvert un questionnaire sur Internet. Je ne l'ai pas encore complété, je vous attendais pour le faire. Mon café, nom de Dieu! En soi, c'est assez simple. Pour vous donner une idée, c'est un peu l'équivalent de tests tels que « Suis-je un bon parent pour mon enfant ?» dans Femme d'aujourd'hui. Demain, je deviens végétarien dans Bien-être hebdo. Êtes-vous un manager dans l'âme dans Challenge Economy? Ou encore, mon mec me trompe-t-il avec sa secrétaire dans Closer? Henri, voici noir, sans sucre. Merci, la prochaine fois avec le sourire, c'est bien aussi. Bien, allons-y. Donc, question numéro 1, dans votre travail au quotidien, vous vous sentez petit A en confiance, petit B débordé mais vous gérez, petit C débordé et désemparé. On sent un peu le truc venir, me direz-vous. Petit A, évidemment. Question 2. L'attente de votre hiérarchie par rapport à vos capacités et à votre temps de travail pour atteindre vos objectifs est petit A adapté, petit B excessive, petit C irréaliste. Je sens que je vais avoir beaucoup de petits A. Enfin bon. Question 3. L'ambiance au sein de votre équipe est petit A convivial, petit B étendu, petit C médiocre. Ils auraient pu un peu mélanger les réponses. C'est pas grave, petit A. Question numéro 4. Lorsque votre enfant fait une grosse bêtise, petit A, vous entamez un dialogue avec lui pour essayer de comprendre. Petit B, vous l'enguirlandez et l'envoyez dans sa chambre. Petit C, vous le giflez et vous le privez de dessert. Petit A, bien sûr, et je ne manque pas de lui acheter un livre en seconde main ainsi qu'un petit jeu participatif en bois recyclé. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, on a compris le principe. Une majorité de petits A, évidemment. Bonne nouvelle, a priori, vous n'êtes pas burn-outissable, mais restez vigilant. Me voilà rassuré parce que mes résultats aux autres tests étaient plutôt moyens. Il semblerait que je mange trop de viande, que mon rapport à l'alcool est malsain, que mon empreinte carbone est de 50% plus élevée que la moyenne européenne, que je ne suis pas assez productif à mon travail, que je ferais un père assez moyen, que mon style vestimentaire s'accorderait mal avec la couleur de mes yeux et que mon mec me trompe avec sa secrétaire. À la vue de tous ces résultats, je me dis que ma propension à faire un burn-out n'est pas si faible que ça finalement. Vous écoutez, dans 1 heure, c'est terminé. Superbe chronique, Henri, bravo. Oui, bravo. Avec la participation de Cédric. C'était un sketch. C'était un sketch. Tellement fort. C'est super. Je voudrais revenir avec vous sur la personne qu'on a entendue avant ta chronique, Henri, le chirurgien, Monsieur Dernier, c'est ça, qui quand même faisait écho, qui expliquait qu'aujourd'hui il y avait l'impression qu'on était un petit peu plus divisé au travail. On est plus atomisé, on est peut-être de moins en moins défendu par des fédérations, par ses propres collègues. Un mot à notre invité juriste, avocat, spécialiste du droit du travail, et puis votre avis là-dessus à tout le collectif. Oui, très brièvement. Il faut savoir que
on se retrouve très très souvent très seul quand on est face à une situation de harcèlement. Alors il y a plusieurs manières, on peut aller voir un avocat, on peut aller voir un psychologue aussi. Voilà. Mais il faut savoir que alors il y a une étude de l'ULB qui dit que dans 75% des cas de souffrance au travail, le problème se résout par un départ du travailleur, qu'il soit négocié, que ce soit un licenciement, une démission, c'est le départ du travailleur de l'organisation. Moi j'aurais tendance dans ma pratique à dire que c'est même plus. Ce départ de l'organisation, il doit s'organiser, il doit se faire, et face à toutes les règles qui régissent le départ, le licenciement, les démissions, les travailleurs sont souvent dépourvus, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les syndicats qui ont très longtemps joué un rôle d'accompagnement continuent à le jouer, mais sont en perte de vitesse. Il suffit de lire dans la presse la manière dont on traite les syndicats aujourd'hui, alors qu'en réalité, ils ont un véritable rôle de défense des travailleurs. Plus on est, même quand on est tout seul, si on est accompagné par un syndicat qui peut aider, c'est clair que c'est beaucoup moins douloureux pour la personne et c'est beaucoup plus facile d'organiser alors la suite de son travail. Cédric, tu voulais réagir ? On entend bien quand on écoute ce chirurgien qu'il y a vraiment deux écoles pour analyser ce phénomène du burn-out. Pour reprendre la définition d'Elisa, donc c'est plutôt un trouble de l'adaptation, donc un individu au sein d'un système et l'interaction ne se passe pas bien. Dans Burning Out, le vieux chirurgien dit c'est le système qui a changé, qui est devenu déshumanisant et les individus en souffrent et il y a plus de burn-out. Lui dit plutôt l'inverse, le système n'a pas trop changé mais les individus sont devenus intolérants au conflit. Et donc c'est dur après de se faire une idée là-dessus parce que voilà, il y en a qui disent que c'est le système, d'autres qui disent que c'est les individus qui sont dans le système. Ils font le même constat mais ils n'ont pas du tout les mêmes causalités à mettre en évidence derrière. Mais je pense qu'en fait, c'est très très souvent le cas avec toutes les pathologies ou toutes les problématiques qui surviennent d'une interaction de problèmes entre deux milieux très différents. Donc je veux dire, c'est très clairement une interaction entre l'individu et le système qui pose problème dans les cas de burn-out. Maintenant, les raisons sont variées. Donc pour l'instant, on observe des problématiques par rapport au système. Donc c'est ce qui a été relevé par le chirurgien dans Burning Out. Et c'est effectivement une réalité avec la coupe des budgets au niveau des soins de santé dont notre avocat ici présent parlait tout à l'heure. Après, il y a aussi une question d'individu, c'est-à-dire que face à une même problématique, face à un même stress externe, peu importe la nature du stress, les individus vont pas réagir de la même manière. Donc il y a des gens qui vont entrer en burn-out, il y a des gens qui vont faire une décompensation psychotique et se retrouver à l'hôpital en délirant, ça arrive aussi, on en voit. Et puis il y a des gens qui vont s'enfiler 4 bouteilles de whisky le soir en rentrant chez eux. Enfin, tous ces mécanismes-là sont des mécanismes qu'on appelle de coping, donc des mécanismes de tentative d'adaptation qui sont déficients. Donc là, c'est un petit peu à voir comment l'individu réagit par rapport à ça et qu'est-ce qu'il lâche. Est-ce qu'il lâche sa santé ? Est-ce qu'il lâche son contact avec la réalité ou est-ce qu'il lâche son boulot ? Donc finalement, est-ce que le burn-out n'est pas une des réponses déficitaires, certes, puisqu'il y a une problématique, il y a une pathologie qui est mise en place, mais qui n'est pas finalement pas la moins mauvaise quoi, par rapport à un problème systématique. Je vous propose d'écouter un extrait d'une création sonore et puis il nous restera 1 minute pour se dire au revoir. Se dire au revoir et conclure. Allez, on écoute. Étonnamment, la seule chose qui a très bien fonctionné pendant toute cette période, c'est la lecture. Et c'était très bizarre. Parce que les gens me disaient, normalement, en burn-out, on n'arrive pas à lire. Mais c'était des livres d'aventure. Enfin, j'avoue, j'ai lu de l'heroic fantasy parce que j'étais dans un autre monde. Et dans ce monde-là, j'avais de l'énergie et je vivais. Mais c'était en pyjama toute la journée, devant ma fenêtre, collé à mon siège. Je ne me levais pas, je faisais que ça. Et la chance, c'est d'avoir aussi une amie qui avait fait un burn-out 2 mois avant. Elle m'a envoyé un SMS et m'a dit « Karim, un burn-out, c'est quelque chose de sérieux. Il faut accepter de te faire aider. Il faut poser les valises. Maintenant. Est-ce qu'on peut se voir ?» Le lendemain, on avait rendez-vous. Je suis arrivé à 8h chez elle. Elle m'a ouvert la porte avec une bouteille de champagne. Elle a ouvert la bouteille de champagne. Elle m'a dit « Un burn-out, ça se fête. Il y a un avant et un après. » Extrait de la création sonore Sur le fil d'Yvan Hanon, que vous pouvez retrouver sur internet très facilement,
qui donne à entendre les symptômes en fait du burn-out. C'est une création sonore qui aborde le burn-out différemment que Burning Out. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur cette création sonore qu'il a écoutée? Ou en tout cas, merci Yvan Hanon pour cette création. Moi j'aime beaucoup. Que faire alors? Voilà, il nous reste 1 minute pour que faire? De plus en plus de burn-out, le travail. Nous sommes tous au sein du collectif, quasi tous. On a fait un petit diagnostic en préparant cette émission. Nous sommes quasi tous en burn-out ou à presque rien d'y être. Sauf Henri. Non, moi ça va. Non, Comment on fait Qu'est-ce qu'il faut changer? Une des questions souvent qui se posent par rapport à ça, une des réponses, c'est la diminution du temps de travail hebdomadaire. Est-ce que c'est la bonne piste, mais est-ce que c'est mettre la même quantité de travail dans 8 heures en moins sur une semaine? Est-ce que c'est vraiment ça? Il y a des entreprises qui font du slow business, tu vois, donc en français c'est entreprise pépère, quoi. Et ils ne diminuent pas tellement le temps de travail, mais ils créent un contexte où le travail se passe de manière plus humaine. Donc il ne faut pas forcément diminuer le temps de travail, mais ils ne sont pas dans la recherche de la croissance, ils n'essaient pas de grandir. C'est des entreprises qui, pendant 30 ans, gardent 40 employés et se disent bah oui, mais c'est bon, tout le monde a son salaire à la fin du mois, on s'en fiche, on est rentable à notre niveau, on va pas plus loin, voilà, on grandit pas et tout le monde, on garde le contrôle sur ce qui se passe, on n'essaie pas trop de rentrer en concurrence. Et ces gens-là ont l'air plutôt heureux et il y a très peu de burn-out, je pense, dans ces entreprises. Alors les deux Sarah et Elisa, vous avez aussi des choses à dire? Alors moi je vous conseille de tous venir travailler chez moi à Inforscience à l'ULB parce qu'on a un climat de travail très, très chouette. On a mis en place des petites, le midi on fait nos réunions en mangeant. S'il fait beau, on va dans l'herbe, on prend l'air tous ensemble, on fait des trucs. C'est chouette. Donc il n'y a même pas de vraie pause midi, c'est ça que Oui, mais non, mais on fait pas, tu vois, on essaye de prendre du temps pour, je sais pas, pour discuter, pour être ensemble. Faire des pauses. Et puis moi personnellement, en dehors du travail, je vais beaucoup mieux depuis que je prends le temps de ne rien faire. Ce qui est très difficile, mais je prends le temps d'éteindre mon ordinateur, d'éteindre mon téléphone et juste de ne rien faire. Moi personnellement, je rejoins pas du tout Henri parce que pour moi c'est pas une question du tout d'horaire de travail. C'est vraiment une question d'ambiance. Je pense que si du haut de mes 26 ans, je pense que ça me dérange pas de bûcher pendant 10 heures sur une journée. C'est pas un souci, vraiment pas, avec une demi-heure de pause midi et encore. Tant que je travaille avec des gens agréables, que personne ne me met la pression et que je sens que je suis dans un travail d'équipe et où je travaille avec une équipe, quoi, où je fais partie d'une équipe, où les gens m'acceptent, où j'accepte les gens et on est là pour travailler ensemble, quoi. Moi, je voulais aussi signaler qu'il existe des entreprises qui ont décidé de complètement réformer leur système hiérarchique, c'est-à-dire qu'en fait, la hiérarchie n'existe plus et ils fonctionnent selon un principe qui s'appelle l'holacratie. Et je vous invite tous à aller voir ce dont il s'agit. Donc, c'est très intéressant et en fait, donc, la hiérarchie n'existe plus, la notion de chef n'existe plus. On parle en termes de tâches qui sont attribuées à chacun et chacun est responsable de ses tâches et les choses sont gérées d'une manière qui est très systématique mais qui n'a donc plus rien de hiérarchique et apparemment, c'est encore très récent, mais les résultats sont plutôt bons. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On n'a pas répondu à toutes les questions, on n'a pas non plus soulevé toutes les questions liées au burn-out, mais on a fait ce qu'on a pu, hein, c'est ça au sein du collectif. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à tous mes copains du collectif. Merci à Romain d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Tu nous as été d'une grande aide. Plaisir. Et merci à Antoine qui est venu aujourd'hui assister à notre émission pour la première fois et on te remercie quand même. Alors Antoine, est-ce que tu reviens? Alors oui, avec grand plaisir et peut-être que je prendrai la parole pour les prochaines fois alors. Wow, ouais. Nous étions en direct sur Radio Panique 105.4 FM et nous sommes le collectif. Attends. Et on a un Facebook. On a un Facebook. Attends, le truc ASBL, Xara. Alors pour être tout à fait complet, le collectif a une page Facebook. Collectif s'écrit K-O-2-L. C'est dur, hein. 2-L-E-T-O-E-F. Ok. Et une page YouTube aussi, On a une page YouTube aussi, je pense. Et puis on travaille avec le Xara ASBL qui nous aide à mettre en onde cette émission. Merci à Radio Panique de nous accueillir régulièrement sur leurs ondes. Cédric. Et merci Thibaut d'avoir préparé cette émission et d'avoir été à la technique pendant toute l'émission. Merci Thibaut. C'était pas facile.